oyo bomoko ya mboka. Toza na système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Bomoko ya Il a beaucoup parlé, mais c'était avant les élections, et puis depuis, après en avoir soupé, pour ce que certains disaient en tout cas, on commence à demander qu'il revienne pour parler de l'actualité, mais pas que. Monsieur Lambert Mende Omalanga, bonjour. Bonjour Christian. Les présidents Tshisekedi du Cash et Kabila du FCC appellent leurs troupes au calme. La coalition FCC-Cash est-elle vraiment possible? Je vous dirais que la coalition n'est pas seulement possible, elle est la seule chose envisageable dans la situation actuelle. Seule chose envisageable alors que le FCC peut y aller seul, alors qu'aujourd'hui ce sont les anciens opposants qui ne supportent pas les anciens tenants du pouvoir? Je ne pense pas que le FCC puisse y aller seul. On ne peut pas diriger un gouvernement sans exercer le pouvoir suprême. La majorité présidentielle appartient au Cash et la majorité parlementaire au FCC. C'est ce que le peuple a voulu. Nous ne pouvons pas sortir de cette volonté clairement exprimée par notre électorat et nous dire démocrate. Si Martin Fayulu avait été élu, il y aurait eu une coalition Lamuka-FCC. Nous entrons dans le domaine de la divination. Martin Fayulu n'est pas Félix Antoine Tshisekedi. Et donc, je ne sais pas s'il aurait pu avoir l'intelligence qu'a eu Félix Tshisekedi de se joindre avec Joseph Kabila, leader de la majorité, pour constituer cette coalition qui gouverne le pays depuis bientôt un an. Plus d'un an, je dois dire. Si Gabriel Mokia, qui n'a aucun élu à l'Assemblée nationale, avait été élu, cette coalition était indispensable. Les résultats d'élections sont toujours le produit de la volonté du souverain primaire, les électeurs. Et donc, soit vous constatez que ce n'est pas envisageable de mettre cela en pratique et vous repartez aux élections, soit vous estimez qu'il est possible de mettre ensemble les termes de la décision des électeurs. C'est ce qui a été fait par Tshisekedi et Kabila. Le reste, je ne sais pas vous dire si cela aurait marché avec M. Mokia, avec M. Fayulu, mais puisque les deux ont estimé qu'il était possible de s'acoquiner comme le peuple a voulu que cela le soit, je pense que c'est de bonne guerre. Il est possible de s'acoquiner, mais est-ce qu'il est possible de travailler ensemble? Si entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, le ton ou l'atmosphère semble bonne, est-ce le cas pour leurs deux familles respectives? Nous avons une culture politique qui accorde une place prépondérante au sommet des édifices. Je pense que l'atmosphère entre Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi est plus déterminante que le reste. Je pense que si les deux estiment que les choses peuvent aller, notre culture politique est faite de telle sorte que les choses devraient pouvoir aller. On a vanté l'alternance. L'alternance nouvelle n'a pas changé cette culture politique. Bien sûr, on évolue avec son temps. C'est quelque chose de nouveau et vous avez vu avec quelle aisance les deux leaders se sont accommodés de cette évolution. C'est une forme d'intelligence. Eux, oui, mais pas leurs lieutenants, pas les membres de leur coalition. C'est là le problème. Ils les appellent à l'ordre. Est-ce qu'ils seront écoutés? Est-ce que le président Joseph Kabila sera écouté par les membres du FCC, qui sont quand même pour beaucoup déçus? Est-ce que Félix Tshisekedi sera écouté par les membres du Cash, et notamment l'UDPS, qui ne comprennent pas pourquoi les ennemis d'hier sont les alliés d'aujourd'hui? Je ne pense pas qu'hier nous étions ennemis, nous étions peut-être antagonistes, nous étions adversaires, mais je pense qu'on est beaucoup plus proches qu'on ne le dit, parce que si vous visitez les programmes des deux principales formations de ces deux groupes qui constituent les termes de la coalition, vous allez constater qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont en commun. Et donc, je ne pense pas que c'était des forces qu'on peut considérer comme ennemies. Et si tant est que M. Kabila et Tshisekedi ne sont pas en mesure de ramener dans le droit chemin leurs lieutenants, c'est qu'ils ne sont pas des chefs. Et donc, ce serait vraiment dommage pour le pays. Vous pensez qu'ils y arriveront?
Ils y arriveront, j'en suis certain. Quand on voit la commune de Ngalema, l'UDPS bloquer toute activité, M. Félix Tshisekedi semble ne pas avoir mainmise sur ses partisans. Je dois inviter le président de la République à faire en sorte que ses partisans puissent suivre la ligne directrice qu'il a tracée. Il n'est pas encore trop tard. Quand on voit les membres du FCC s'en prendre vertement à ceux du cash, ils sont envoyés par Joseph Kabila? Vous connaissez Kabila comme moi, je ne pense pas que cela puisse venir de lui. Il y a des sauts d'humeur qui peuvent venir de temps en temps. Je doute fort que cela puisse venir de la tête du FCC. Et tant qu'à faire, il faut considérer que on a mis beaucoup d'eau dans le vin depuis que ces soubresauts ont été constatés ici et là. Quand on parle de saut d'humeur, on parle notamment des crises à l'aéroport international de Kinshasa, où on parle de certains anciens tenants de l'ANR, l'ancien ministre et candidat Ramazani Shadari, un ancien gouverneur interpellé comme jamais auparavant. Vous pensez que ça c'est une crise ou que c'est l'application de l'état de droit? L'état de droit doit s'appliquer dans tous les sens du mot. Lorsque, à l'aéroport, une députée nationale, détentrice d'un passeport diplomatique, Madame Jeannette Kabila, ou le mari d'une députée nationale, c'est le cas de Shadari Ramazani, qui a le droit de détenir un passeport diplomatique, est traité de manière discriminatoire par rapport à d'autres détenteurs de passeports diplomatiques, il y a un problème de dysfonctionnement dans le service qui est chargé de organiser la sortie et l'entrée sur le territoire national. Il n'était plus le ministre de l'Intérieur. Il est le mari d'une députée nationale. Oui, mais il se promenait, comme l'a dit la DGM, avec un passeport où sa qualité n'était plus la sienne au moment où elle a été... Je me suis renseigné, Christian, c'est faux. Il ne s'est même pas présenté à l'aéroport quand il s'est rendu compte qu'il y avait encore cette mention. Mais je confirme que Shadari Ramazani a le droit d'être détenteur d'un passeport diplomatique au titre de membre de la famille nucléaire d'une députée nationale. Et quand M. Kalev est interpellé, c'est aussi une crise quand on lui demande... Tout dépend de ce qu'est Kalev. Si Kalev a effectivement les fonctions de conseiller principal auprès du Premier ministre, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui l'empêche d'exercer cette fonction, et qu'à ce titre il a reçu un passeport diplomatique, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait dramatiser le fait qu'il soit détenteur d'un passeport diplomatique. Et je voudrais signaler qu'il y a des principes qui sont dans notre Constitution, qui reconnaissent la liberté de mouvement à tous les citoyens. Seul un juge peut restreindre cette liberté, et lorsqu'un service se met à prendre la place des instances judiciaires, il y a un problème que le ministère de l'Intérieur et le gouvernement doivent résoudre. Ça, c'est la politisation d'un service public et ce n'est pas correct. Cela existait dans le passé, pas très lointain. Eh bien, c'était des fautes qui étaient commises. Je ne dis pas que nous vivions dans un paradis. Mais aujourd'hui, ces fautes doivent être réparées. Il faut les réparer, il fallait les réparer déjà à l'époque, et ce n'est pas parce qu'une faute a été commise hier qu'il faut persévérer, vous savez. Aujourd'hui, dernière question sur ce sujet, M. Kalev est conseiller du Premier ministre? Je ne le sais pas, je dis... Si il est conseiller, je ne suis pas le Premier ministre, donc je n'ai pas le contrôle de la liste des conseillers du Premier ministre. Et je n'ai pas vu un communiqué du cabinet du Premier ministre indiquant que M. Kalev n'est pas conseiller du Premier ministre. En tout cas, récemment, il a signé une mise à disposition. Le nom de M. Kalev n'apparaît pas. Eh bien, que ceux qui doivent s'occuper de ces questions-là le fassent, mais nous n'allons pas discuter sur des cas individuels. Je vous donne simplement des problèmes et je voudrais relier ces problèmes avec la législation qui est en vigueur dans notre pays. Alors, les présidents Tshisekedi et Kabila appellent leurs troupes au calme. Ça se gère comment? Hier, l'AMP puis le FCC étaient sous le règne, on va dire, du chef Joseph Kabila, le Raïs. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi le président, Kabila le chef de la majorité parlementaire. Comment ça devrait se gérer, selon vous, pour que, idéalement, il n'y ait plus jamais de crise? Dire qu'il n'y aura jamais de crise, c'est un peu entrer dans le domaine du rêve. Il y aura toujours des crises, encore faut-il qu'on se détermine à gérer ces crises conformément aux lois
de la République, conformément à la convivialité qui doit exister entre des groupes politiques qui ont décidé de gouverner ensemble. Il y a une solidarité qui doit exister, il y a un respect mutuel que l'on se doit les uns aux autres. Voilà tout. Mais il y a aussi d'un côté les faucons et des colombes, et de l'autre côté des faucons et des colombes. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux pour les uns et les autres identifier qui sont faucons, qui sont colombes, et faire en sorte que les faucons aient moins voix au chapitre que les colombes? Il est évident qu'on ne peut pas gouverner aux extrêmes, que ce soit un État, que ce soit un groupe politique. Gouverner aux extrêmes, c'est s'exposer au risque de plonger au fond de je ne sais quel inconnu. Donc il faut toujours savoir raison garder. Voilà ce qu'on peut dire. Est-ce que des deux côtés, ils peuvent, je parle des leaders, maîtriser ces faucons? Ils ont cette capacité-là parce que ce n'est pas par hasard qu'ils sont arrivés là où ils sont arrivés. L'un au pouvoir, un pouvoir qu'il a su garder pendant 18 ans en travaillant avec toutes sortes de groupes politiques qui n'étaient pas nécessairement de son obédience, l'autre à la tête d'un parti qui a 37 ans d'expérience. Et donc, il faut puiser dans cette expérience-là la sagesse et le savoir-faire pour mener ce bateau. C'est un esquif très frêle dans un monde qui est aujourd'hui monde très compétitif. Si nous commettons des erreurs, ces erreurs vont nous rattraper et personne ne nous donnera l'occasion de pouvoir revenir sur un équilibre acceptable par notre peuple. Le président Kabila a dit aux membres du FCC, vous êtes à la disposition de travailler avec le président Félix Tshisekedi, c'est lui le président de la République. Comment est-ce que vous expliquez qu'ils doivent encore intervenir justement pour ce genre de dissension? Mais ils sont tous à disposition ou ils sont tous au service de la nation? Mais c'est important que la nation étant incarnée par la première institution qu'est le président de la République, que le chef de la majorité donne des conseils à ceux qui ont été désignés pour travailler dans une instance comme le gouvernement, au contact avec la première institution qu'est le président de la République, de faire tout pour ne pas faire chavirer le navire. Il est important qu'il le rappelle systématiquement. Est-ce que c'était le cas hier? Le président de la République est connu. Certains subodorent même que le vrai président ne serait pas celui qui est au palais de la nation. Est-ce qu'il revient régulièrement au président honoraire de rappeler cela? Vous savez que les principes doivent toujours être rappelés. Vous avez dit vous-même qu'il y a dans chaque maison des colombes, il y a dans chaque maison des faucons. Il faut de temps en temps rappeler les uns et les autres à raison garder, comme j'ai dit. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ou diminuer l'influence des faucons. Ça appartient à ceux qui ont le leadership de le faire. Vous êtes faucon, colombe? Moi, je suis un homme discipliné et je suis les mots d'ordre de notre famille politique. Et les mots d'ordre qui vous ont valu hier d'être sanctionné, aujourd'hui d'être enlevé de cette liste? Je me demande bien pourquoi j'ai été sanctionné et je me demande bien pourquoi j'ai été enlevé de cette liste. Cela s'appelle en français l'arbitraire. Et je déteste l'arbitraire plus que tout au monde. Aujourd'hui, vous avez l'impression que ces sanctions ne visaient qu'à vous empêcher de parler? Ces sanctions ne visaient qu'à essayer d'influencer les politiques publiques d'un pays indépendant par des pays étrangers en violation du principe de l'égalité souveraine entre États pour servir les intérêts d'autres États. Et je m'oppose et je m'opposerai toujours à cette façon de faire de certains pays de l'hémisphère nord. Peut-être aussi parce que l'arbitraire que vous condamnez aujourd'hui dans le chef des tenants actuels du pouvoir Non, c'est pas les tenants actuels. Ce n'est pas les tenants actuels du pouvoir qui sont à l'origine de l'arbitraire qui nous a été imposé pour être sanctionné. Non, je parle de... Vous critiquiez il y a 10 minutes l'arbitraire qui a valu quelques petits soucis à certains leaders du FCC. C'est peut-être au nom... oui, mais c'est peut-être pour le compte de cet arbitraire que ces sanctions vous ont été imposées. Il y avait... Non, Christian. S'il y a eu effectivement des cas de débordement ou quoi, je pense que il y a la loi de chaque pays qui prévoit comment gérer ces cas-là, et au-dessus de tous les États, il y a ce qu'on appelle les Nations Unies, le droit international. Il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous n'avons été l'objet d'aucune sanction de la part du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est des États
notamment les États-Unis. C'est un groupe d'États auquel nous n'appartenons pas, l'Union européenne, qui ont voulu défendre leurs intérêts en nous faisant taire pour faire pression sur notre chef qui était Joseph Kabila. Et je ne voudrais pas que les Congolais trouvent cela normal. Ce n'est pas normal qu'un État étranger puisse s'arroger le droit de sanctionner des dirigeants d'un autre État en dehors du système des Nations Unies. C'est tout ce que je dis. Aujourd'hui, qu'il y a eu élection, que la tension est un peu retombée. Allez, entre nous, est-ce que vous ne pensez pas que s'il n'y avait pas eu ces sanctions, il n'y aurait pas eu élection? C'est tout à fait ridicule. Parce que les élections ont eu lieu au moment où ces sanctions avaient déjà été prises. Et ensuite, tout le monde sait pourquoi ces élections n'avaient pas eu lieu. Ces élections ont eu lieu et elles ont démontré que ce que on prétendait pouvoir empêcher par ces sanctions ne s'est pas produit. En tout cas, ce n'est pas un problème pour moi que des sanctions soient prises par ceux qui ont qualité de les prendre. C'est qu'elles ont été prises de la manière la plus arbitraire qui soit et on ne peut pas l'accepter, ni pour moi, ni pour les 12 compatriotes qui restent encore sous sanctions. Aujourd'hui, vous retournez en Europe depuis la levée des sanctions? Si je veux rentrer, je vais y rentrer. Vous y êtes allé déjà? Non, je n'y suis pas encore allé. Ce n'est pas sincèrement quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais peut-être qu'un jour j'irai. J'ai mes enfants là-bas, j'irai certainement les voir. Mais je continue à me battre pour que ce principe-là ne puisse plus exister, puisque c'est un peu du néocolonialisme. Qu'est-ce que cela vous fait de voir l'UDPS reprendre à son compte les propos de guerre asymétrique à l'Est, de changement de constitution, de crise économique, d'entendre parler de détournement dans les 100 jours, vous qui étiez la cible de tous les colibés hier de la part de ce même parti? Je me dis simplement que le fait d'arriver au pouvoir, et je pense que le président Tshisekedi a pu le dire un jour, concernant l'image qu'on avait de certains de nos officiers par rapport à leur utilité ou non à notre sécurité, qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut juger avec le biais de l'éloignement de manière tout à fait pas tellement documentée, et lorsqu'on entre dans la marmite, pour ainsi dire, de la gestion, on se rend compte que on a été souvent à côté de la plaque. Et il vaut mieux prendre conscience de la réalité de ces choses-là. Il vaut mieux tard que jamais, comme on le dit. À côté de la plaque hier, mais aujourd'hui, on parle de 100 jours, on parle de indélicatesse. Ça, c'était pas hier, ça c'est aujourd'hui, une fois arrivé au pouvoir. Qu'est-ce que cela vous fait d'entendre ce genre de... Je me dis simplement que dans notre pays, il faut absolument que les lois puissent s'appliquer avec la même rigueur. Il faut que l'opinion publique puisse effectivement jouer son rôle. Nous avons eu l'avantage de pouvoir commencer un processus de démocratisation. Je constate simplement que ce sont les conséquences d'une démocratisation qui libère la parole, qui libère les esprits et qui fait que les gens deviennent de plus en plus exigeants avec ceux qui ont la charge de la gestion publique. Une libération de parole, peut-être d'hommes, changement, alternance, mais pas forcément changement dans certaines pratiques. Oui, les pratiques doivent impérativement changer, mais cela commence nécessairement par la prise de conscience de ce qui ne va pas. Et si nous partageons, nous tous, qu'il y a un certain nombre de pratiques qui doivent être revues, je pense que c'est le début du changement que notre peuple souhaite et qui est dans le sens de l'intérêt général des Congolais. Je vais encore vous poser une question sur l'UDPS, c'est pas pour vous donner la possibilité de taper sur vos alliés d'aujourd'hui. Qu'est-ce que cela vous fait de voir les militants de l'UDPS toujours agir en parti de l'opposition? C'est un parti de masse, j'ai entendu cette explication, mais je pense qu'un parti de masse ne veut pas dire un parti qui doit absolument fonctionner dans l'anarchie. Même les masses ont toujours un mouvement directif, il y a toujours quelque chose qui indique aux masses vers où il faut aller. J'invite sincèrement la haute direction
de ce parti à pouvoir canaliser ce bouillonnement de dynamisme que l'on constate dans certaines bases de ce parti. Moi-même, je suis à la tête d'un parti. Il faut souvent agir avec suffisamment de vision, ramener les gens à la vision. Je pense que c'est ça qui est essentiel. Au regard de ce qu'il faisait déjà hier quand c'était face au FCC ou face à l'AMP, vous comprenez pas leur déception de ne pas voir les vrais changements? Je comprends que beaucoup d'entre eux estiment que les choses vont plus lentement qu'ils n'auraient espéré. Mais il est important aussi de leur faire comprendre que le développement ou l'émergence d'un pays n'est pas une génération spontanée, qui doit venir d'un clin d'œil, que cela nécessite du temps et de la discipline. Je pense que cela est important et l'exemple que vous avez soulevé de la maison communale de Ngaliema est un mauvais exemple. Il faut absolument qu'on mette fin à de telles pratiques. Monsieur Lambert Mende, votre sortie devait se dérouler au Sankourou. Elle a été malheureuse, mais l'avenir du gouverneur n'a pas été plus heureux. Une réaction ? Oui, c'est une page que j'ai tournée. Je constate aujourd'hui, après avoir examiné les événements qui se sont déroulés depuis lors, que j'ai commis l'erreur de ne pas bien apprécier l'aréopage, vous savez, de ces électeurs, ces grands électeurs, les électeurs indirects, ils sont 25 en tout. Il n'y en avait que 7 qui ont suivi la vision de notre famille politique, parce qu'il n'y en avait pas un au moment où nous allions pour chercher les suffrages qui venaient de l'opposition, et j'ai mal peut-être jugé leur adhésion à des idées, à la vision qui est la nôtre. C'est l'erreur que j'ai commise et que je ne recommettrai certainement pas, même si aujourd'hui ils ont compris qu'ils avaient fait le mauvais choix. Je ne rentrerai plus jamais tant que c'est cet aréopage-là qui est à la manœuvre, parce qu'ils sont toujours là. C'est eux qui devront choisir un autre gouverneur, même si aujourd'hui ils veulent faire partir celui qu'ils m'ont préféré. Aujourd'hui, que pensez-vous du fait qu'on ait élu un Congolais d'origine de nationalité étrangère? D'abord, j'ai gros sur le cœur par rapport au dysfonctionnement de notre justice, notamment le Conseil d'État, qui a posé là un acte de déni de droit. J'accuse le Conseil d'État d'avoir posé un acte honteux, une forfaiture face à nos propres lois et de manière tout à fait délibérée. Le président a parlé de ces provinces. Est-ce que selon vous, terminons avec cette question sur le sujet province, on peut continuer à avoir des assemblées provinciales, à avoir des gouverneurs qui sont à la merci de ces assemblées provinciales, qui semblent ne pas particulièrement avoir compris ce qu'on attend d'elles? Vous savez, la loi c'est la loi, Christian. Nous devons fonctionner avec cette loi. Je pense que nous devons aussi faire en sorte de l'améliorer. Je suis de ceux qui sont convaincus qu'il vaut mieux aujourd'hui penser à avoir un autre système de choix de ces gouverneurs. Faire en sorte que... Changer la Constitution. Oui, modifier notamment la loi électorale, la Constitution, en ce qui concerne le choix des autorités provinciales. Faire en sorte que il passe par le suffrage universel direct. Il y a moins de corruption parce que la corruption est immonde. C'est sincèrement le mal qui va nous empêcher d'émerger. Changement de constitution, le président en parle. Changement de constitution pour une élection présidentielle à 2 tours? Là, c'est autre chose. Je sais ce qui se passe trop entre 2 tours, parce que nous avons déjà expérimenté cette formule-là. Les désordres qui apparaissent entre les 2 tours, la tendance à communautariser le débat entre les 2 tours, je ne conseillerais pas cela, mais nous n'avons pas encore pris une position en ce qui concerne notre famille politique, alors je ne m'engagerai pas trop, je préfère réserver mes idées à ma famille politique pour que nous puissions dégager un choix que nous allons défendre vis-à-vis de nos partenaires dans la majorité parlementaire. Vous pourriez donc parce que tout commence au Parlement, naturellement. Vous pourriez être opposé au retour du second tour? Personnellement, je pourrais m'y opposer parce que nous avons mal vécu les dérives du second tour dans ce pays. Apprentissage de la démocratie aussi. Oui. La nationalité, une exclusive?
La nationalité une et exclusive, nous pouvons la revisiter, naturellement, mais il y a le problème de l'environnement de notre pays aujourd'hui par une série de convoitises qui ne sont pas que régionales. Elles utilisent notamment des relais régionaux et nous devons nous préserver contre cela. Pas plus tard que ce matin, je suivais sur une de vos chaînes, un de vos collègues, je pense RFI, sinon chez vous, l'arrivée massive de 1400 citoyens d'un pays voisin que je ne vais pas nommer dans une de nos provinces de l'Est, le Burundi, qui a provoqué un grand émoi, sans que nous puissions savoir pourquoi ils sont là, comment ils sont là. Et moi, je me dis, tant que nous n'avons pas pu stabiliser ces choses-là, il faut y aller avec beaucoup de précautions et prendre le temps. La stabilisation de ce fait-là, c'est d'avoir une administration, c'est d'avoir un fichier d'état civil. Je ne vous le fais pas dire. La double nationalité serait donc fonction de l'organisation du pays. Absolument. Il faut y aller par étapes. Lu sur Internet, appelle au retour de Lambert Mende. Eh bien, je pense que les gens ont le droit d'exprimer leur point de vue. Je voudrais simplement qu'ils s'adressent à la bonne cible. Et la bonne cible en l'espèce, c'est la famille politique Front commun pour le Congo, à laquelle j'appartiens et à laquelle j'obéirai toujours. Vous êtes à ce point indispensable ? Vous pensez que vous êtes indispensable? Vous pensez que ces réactions vous comprenez ces réactions? Mon point de vue, c'est que personne n'est indispensable. Sinon, nous ne serions pas aujourd'hui à pleurer Patrice Lumumba. Les Sud-Africains ne seraient pas aujourd'hui à pleurer Nelson Mandela. Donc, on a toujours la possibilité de remplacer une valeur par d'autres valeurs. Mais pour ce groupe de gens, probablement, ils estiment que je suis indispensable. Mais c'est au président Kabila et au président Tshisekedi de répondre à leurs requêtes, pas à moi. Ça vous fait plaisir d'entendre ça? Après Bien avoir sûr. été des années... Après avoir été traité de tous les noms de petits oiseaux, j'étais tantôt Tchakou, j'étais tantôt je ne sais pas quoi, Goebbels et que sais-je encore. Mais entendre cela, c'est la preuve que, en fin de compte, comme ils ont dit, l'expérience compte et que nous avons quand même accumulé une certaine expérience dans la façon de communiquer le point de vue d'un gouvernement et d'un pays, pas d'un individu, jamais. Aujourd'hui, Jolino Makelele démérite à ce point où Jolino Makelele est la victime d'un bicéphalisme, du bicéphalisme ambiant? Il est possible que mon ami Jolino soit victime de cette petite guéguerre entre qui mine un peu le cash, entre les deux termes du cash. Mais ce n'est pas à moi à juger ces choses-là. Vous savez, je n'appartiens pas au cash et je ne dirai pas plus. C'est un ami. Je respecte ses compétences, mais je comprends qu'il puisse avoir des personnes qui ne l'apprécient pas au sein de leur propre sous-groupe politique qu'est le cash. Si vous lui donniez un conseil aujourd'hui, que serait-il? Je n'ai vraiment pas de conseil à donner à Jolino. Je trouve qu'il fait correctement ses comptes rendus chaque vendredi. Pas assez de conférences de presse comme celle de Lambert Mende. C'est une question de style. Moi, j'ai mon style. Je considère le porte-parole là comme plus global que peut-être lui ne le considère. C'est une question de style. Vous savez, chacun a sa façon de percevoir les choses. Il y en a qui appréciaient cela, il y en a qui ne l'appréciaient pas. De mon temps, on estimait que j'intervenais à propos de tout et de rien. J'étais critiqué pour cela. Aujourd'hui, on critique Jolino en disant qu'il n'intervient pas suffisamment. Qu'est-ce que vous voulez? Ainsi va le vaste monde. Aujourd'hui, si vous aviez la possibilité de refaire le passé, vous dites, je l'aurais refait pareil? Oui, c'est ma façon d'être. Je ne changerai à rien du tout parce que je ne travaille pas en fonction de ce que l'on dira de moi. Je travaille en fonction de mes propres convictions et de la vision que j'ai du travail que me confient mes chefs. Si vous avez la possibilité de refaire la répartition entre portefeuilles, vous auriez souhaité que le FCC ait ce ministère-là? Sincèrement, je vous dirais non en ce qui me concerne, parce que j'ai reçu trop de coups et il m'a fallu faire appel à beaucoup de courage pour résister à ces coups qui m'ont été portés, parce que j'ai été à un moment donné assimilé, mais à tout un régime dont je n'étais même pas le chef. Même les sanctions dont vous avez parlé, il a fallu
plus de 2 ans pour que l'on se rende compte que je n'étais qu'un porte-parole et qu'on ne devait pas me sanctionner pour avoir été le porte-parole d'un régime. C'est une situation extrêmement inconfortable, je le comprends. Aujourd'hui, vous dites non. Je ne dis pas non, puisque je n'ai pas peur de recevoir des coups. Je suis quelqu'un qui suis entré en politique en sachant que dans ce métier qui est le nôtre, des coups, il faut en donner et des coups, il faut être prêt à en recevoir. Voilà ma conviction. Aujourd'hui, vous êtes toujours prêt à recevoir ces coups. Si Joseph Kabila vous appelle et vous dit il faut retourner à la tâche. Si le président Joseph Kabila me dit qu'il faut retourner à la tâche et qu'avec son frère, puisqu'il s'appelle ainsi, le président Félix Tshisekedi, ils se mettent d'accord pour me reconfier cette mission-là, pourquoi pas? Vous feriez la même chose pour Félix Tshisekedi que ce que vous avez fait hier pour Joseph Kabila? C'est le président de la République. Je n'ai pas fait des choses pour Joseph Kabila, Christian. J'ai fait des choses pour la République démocratique du Congo. Et Joseph Kabila me laissait faire. Oyo bomoko ya mboka. Toza na système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Bomoko ya mboka.